Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Utopie matinale sur les différences, mais surtout les complémentarités entre Bicorp et la société à mission. On est ravis, l'équipe d'Utopie est ravie de vous retrouver ce matin. On a plein d'intervenants formidables à qui on va laisser la parole assez vite. Donc, je vais juste peut-être vous faire une micro-introduction pour essentiellement peut-être poser le cadre et puis rappeler aussi pourquoi nous, évidemment, Utopie, on est société à mission depuis septembre dernier. On a été la première Bicorp en France. On est très attaché à la complémentarité en fait des deux approches, plutôt que, je ne sais pas, là où d'aucuns voudraient peut-être voir une lutte fratricide ou sororicide, je ne sais pas. Voilà, donc je vais rapidement passer ça en revue, puis pour donner la parole à nos invités. En gros, on a mis nos différences et les différences et les complémentarités, mais en vrai, nous, on croit beaucoup aux complémentarités, comme je l'ai dit. Voici deux démarches, Bicorp d'une part à ma gauche et Société à mission au sens de la loi Pacte à ma droite, qui s'inscrivent dans un mouvement planétaire de redéfinition du rôle des entreprises. C'est d'abord cela que ces démarches sont en commun, et elles ne sont peut-être l'une et l'autre sûrement pas parfaites. En tout cas, moi, j'ai la conviction que ce sont toutes les deux les moins mauvais des systèmes aujourd'hui pour redéfinir le rôle de l'entreprise, accélérer la transformation des entreprises et des activités, notamment autour de la fameuse mission ou raison d'être. Les deux démarches ont en commun aussi de proposer un cadre de progression et de valorisation de l'entreprise en contrepartie d'un certain nombre d'engagements et de mise en place d'actions effectives. Et puis, ce sont deux approches aussi qui permettent à l'évidence de lutter contre le greenwashing, on y reviendra, et lutter aussi contre des raisons d'être qui ne seraient que des déclarations d'intention. Et elles le font de manière différente, mais quand même avec des points communs, en inscrivant notamment la mission et les engagements dans les statuts et en incitant l'entreprise à mettre en place la gouvernance qui va avec ces engagements. Alors, il y a aussi des différences, évidemment. La loi Pacte est une qualité juridique qui est propre à la loi et au marché français, là où Bicorp est un label indépendant, privé, international. La loi Pacte fonctionne dans une démarche que j'appellerais plutôt descendante. L'entreprise doit d'abord formuler sa raison d'être, l'assortir d'un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux. Tout ça est inscrit dans les statuts. Puis, dans le temps, elle doit y consacrer des moyens et organiser la gouvernance qui va avec. Là où Bicorp répond plutôt à une démarche un peu ascendante, où l'entreprise doit d'abord atteindre par ses pratiques un niveau de performance sociale et environnementale, puis elle se lance dans le BIAE, le questionnaire de Bicorp, l'évaluation, puis elle se fait auditer et elle modifie ses statuts en précisant sa raison d'être, sa mission et sa responsabilité vis-à-vis des parties prenantes. Dans le cadre de la loi Pacte, il y a un audit par un OTI tous les 2 ou 3 ans sur des objectifs qui ont été autodéterminés. Dans le cadre de Bicorp, il y a un audit par l'ONG Bilab, qui est à l'origine de la certification. Cet audit a lieu tous les 3 ans, donc la même temporalité en fait quand même, à peu près, selon la taille de l'entreprise. Dans le cas de Bicorp, l'audit est fait sur la base du référentiel externe du BIAE. Voilà. Il y a aussi évidemment des complémentarités entre ces deux démarches, je l'ai dit. D'abord, le fait que les deux ancrent et protègent la mission au cœur de l'entreprise et de son ADN. Ensuite, dans les deux cas, on a une double approche qui permet, et finalement c'est ça qu'on cherche avec notamment les notions de raison d'être, de transformer les activités en créant un cap qui est à la fois positif pour l'entreprise, mais aussi positif pour la société. Et dans les deux cas, ça se fait grâce à la définition de la mission traduite dans la gouvernance et dans des objectifs, et puis à la définition aussi de plans d'action alignés 360 pour des pratiques opérationnelles plus vertueuses. Dans les deux cas, on a des projets qui permettent de renforcer l'engagement des parties prenantes internes et externes. On a vu que dans les raisons d'être, souvent les entreprises impliquent leurs parties prenantes internes et externes dans la formulation ou en tout cas dans le travail en amont de la raison d'être. On sait aussi que dans la loi Pacte, dans le comité de mission qui est mis en place pour évaluer la progression de l'entreprise sur ses objectifs et sa mission, on a un salarié qui représente ses camarades au comité de mission. Et puis, dans les deux cas, on en parlera peut-être avec Alissa tout à l'heure et nos intervenants, on a aussi potentiellement deux dispositifs qui pourraient prévenir ou atténuer
les risques de mise en cause de la responsabilité de l'entreprise, de ses administrateurs, de ses dirigeants pour inaction sur les sujets climatiques et sociétaux. De manière très concrète dans le déploiement, il y a une temporalité, je l'ai dit, qui est un peu différente. Pourquoi? Parce que dans la loi Pacte, on commence par rédiger la raison d'être. Alors, c'est pas complètement et les objectifs, c'est pas, ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau quand même. Mais en tout cas, une fois qu'on a fait ça, on peut demander, on modifie ses statuts. Ça ne coûte pas hyper cher, c'est pas hyper long, et on a la qualité société à mission. Et c'est dans le temps, en fait, qu'on va être à la hauteur de ce qu'on a, de cette qualité, puisque avec la mise en place du comité de mission, avec l'audit des ETI tous les 2 ou 3 ans, c'est comme ça qu'on va, dans le temps, mériter, entre guillemets, justifier cette qualité société à mission. On verra d'ailleurs si, dans le temps, peut-être certaines sociétés à mission se verront retirer cette qualité pour non-respect de ses obligations d'inscription dans la gouvernance. Donc, en termes de temporalité, la loi Pacte peut, la qualité société à mission peut s'activer à plutôt court moyen terme, là où pour beaucoup d'entreprises, l'obtention de la certification Bicorp est plutôt inscrite dans le moyen ou le long terme. Je pense à pas mal d'entreprises qu'on a vues dans les médias ou qui annoncent dans leur stratégie qu'elles visent. Je pense à par exemple Yves Rocher qui, quand il est devenu société, le groupe est devenu société à mission fin 2019, a annoncé que l'ensemble des entités seraient certifiées Bicorp en 2030. Pourquoi? Parce que il faut obtenir, pour avoir la certification Bicorp, la note minimale de 80 points sur les 200 auxquels donne droit le BIA quand on le remplit. Après, évidemment, il faut modifier ses statuts, payer les frais d'audit et les fees annuelles. Mais pour beaucoup d'entreprises, c'est un objectif déjà d'atteindre les 80 points sur 200. Et ensuite, évidemment, de recertifier tous les 3 ans, puisque le questionnaire progresse entre 2 jeux de certification. Mais donc, même en termes de temporalité, c'est assez courant de voir des entreprises qui s'engagent sur les 2 démarches en même temps, qui commencent par la société à mission et qui poursuivent par la certification Bicorp de manière à plus ou moins long terme. Dans le déploiement, on en parlera peut-être aussi avec nos intervenants, c'est un peu différent. Également, on va dire que dans la société à mission, on a une approche qui est plus verticale et plus descendante, puisque le groupe s'engage sur sa mission, sa raison d'être, ses objectifs, qui normalement sont censés derrière cascader sur les filiales et dans les prises de décision, là où dans le cas de Bicorp, on a souvent, voire ce qu'a fait Danone, même ce qu'a fait Yves Rocher d'ailleurs, sur des entreprises plus grosses qui ont droit à ce qu'on appelle la procédure complexe chez Bicorp, mais on a d'abord une certification des filiales, des business units les plus avancées. Cette certification se répand et à un moment, elle remonte, si j'ose dire, vers le groupe qui progressivement a 40, 30%, 50%, 60% de son chiffre d'affaires qui vient de business unit labellisé et qui à un moment vise la certification pour le groupe lui-même. En conclusion de cette introduction, nous, on a vraiment la conviction que Bicorp et la société à mission sont 2 démarches qui sont à mener idéalement en parallèle pour se mettre sur les bons rails, si j'ose dire, il faut bien 2 rails, pour maximiser l'impact positif de l'entreprise. La raison d'être, j'ai dit, l'exercice de formulation de la raison d'être à laquelle invite plus particulièrement la société à mission, l'exercice de formulation des objectifs, ça définit le cap. Ce cap va aider à définir tous les grands domaines d'engagement légitimes pour que l'entreprise ait un impact positif, tandis que le BIA, lui, c'est un petit peu, si je reprends une métaphore maritime, bien que n'ayant pas du tout le pied marin, le BIA agit plutôt comme un outil de navigation, un peu le compas, un peu la météo, qui assure la robustesse, la cohérence globale des pratiques pour éviter qu'on ne perde le cap, ou plus exactement pour être sûr de l'atteindre et de progresser à bonne allure, sans rencontrer d'obstacles en route, etc. Voilà. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons plein d'intervenants formidables que je remercie, qui sont tous des pionniers et de la société à mission et de Bicorp, d'une certaine façon, que je remercie d'être avec nous ce matin. Alissa Pellatan, on va commencer par toi. Tu es avocate à la Cour, spécialiste des sociétés à mission et de l'économie sociale et solidaire, membre du board de Bilab France. Augustin Boulot est délégué général de Bilab France. Emery Jacquilla, qu'on ne présente plus, est PDG de la CAMIF, qui a été une des premières Bicorp et qui est aussi société à mission, et président de la communauté des entreprises à mission.
sa complice Laurence Méhaignerie est cofondatrice de Citizen Capital, vice-présidente de la communauté des entreprises à mission et investisseur chez Camille. C'est pourquoi je disais sa complice, ce n'était pas uniquement au sein de la communauté des entreprises à mission. Philippe Zawati est CEO de Mirova, qui est également une société à mission certifiée Bicorp, et Patrice Carayon est président France de Chiesi, qui est également une société à mission certifiée Bicorp. Je vais les laisser nous présenter leurs entreprises. Alissa, on va peut-être commencer par toi avec un petit focus juridique, j'allais dire, sur SAM et Bicorp. Quels étaient, selon toi, les objectifs communs qui ont poussé à la création de l'une et l'autre initiative? Je ne peux pas trouver d'autres mots pour les qualifier, l'une et l'autre. Est-ce qu'il y a des objectifs juridiques communs et des nouveautés juridiques communes entre l'une et l'autre? Oui, merci Elisabeth. Bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a, à part les objectifs que vous avez déjà cités, je pense que l'objectif principal, c'est de définir un cadre juridique pour permettre les entreprises à se comporter autrement et de redéfinir ou de rappeler de l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise ne se limite pas à la recherche du profit, mais l'entreprise doit être le lieu de création et de partage de sa valeur. Donc, c'est cette démarche de montrer qu'il y a une autre voie ou de se rappeler de la racine de l'entreprise. Et une des façons de faire, c'est de justement permettre à des entreprises qui cherchent à être autrement ou à préparer l'économie de demain, également avoir cette distinction. Donc, c'est une mise en lumière des entreprises qui utilisent le profit pour créer de l'impact positif et la valeur sociétale. C'est un des meilleurs moyens par rapport à des différentes formes pour pousser les entreprises à faire autrement avec la loi. Après, c'est pas une démarche obligatoire, donc c'est là où on joue entre un cadre juridique qui est volontaire et cette volonté d'inviter toutes les entreprises à utiliser le société à mission ou le Bicorp. Je pense aussi que cet objectif commun, c'est également de vraiment reconnaître que le cadre juridique change, la société change, les entreprises doivent changer. On est en pleine mutation. On est vraiment en train d'une démarche, je dirais, militante pour vraiment faire rentrer les entreprises dans un nouveau capitalisme, un capitalisme régénératif. Et enfin, c'est pour vraiment, comme vous avez déjà dit, c'est de lutter contre greenwashing ou social washing, d'avoir des conditions à satisfaire, à remplir pour avoir cette visibilité que la loi donne aux entreprises plus responsables. Oui, il y a un point hyper important sur lequel tu as insisté que je n'ai pas mentionné, mais c'est vrai que dans les deux démarches, il y a la volonté un peu d'emmener tout le monde, en fait, c'est-à-dire de se dire finalement la société à mission, c'est accessible. Et c'était aussi la volonté de la loi Pacte, d'ailleurs, avec les différents étages de la loi Pacte et l'étage en dessous de la société à mission qui permet simplement, et déjà, j'ai envie de dire, de travailler sa raison d'être et d'inscrire dans ses statuts. Mais il y a cette volonté dans la loi Pacte d'emmener le plus grand nombre d'entreprises dans cette évolution, dans cette transformation que tu évoques. Et c'est aussi une caractéristique de Bicorp d'emmener les entreprises là où elles sont et aussi diverses qu'elles soient, puisque dans le BIA, on rappelle que, Augustin en parlera peut-être tout à l'heure, mais on ne perd pas de points, on ne fait qu'en gagner. Et on peut en gagner sur les RH si on a travaillé beaucoup les RH, sur la gouvernance et la mission si c'est ce qu'on a travaillé, sur les pratiques écologiques ou les vertus écologiques des produits dans d'autres cas, etc. Alors, en général, il faut combiner un peu tout ça quand même pour arriver à 80 points. Mais c'est vrai que ça laisse la possibilité à tous les profils d'entreprises de s'engager dans la démarche. Quelles sont, Alissa, les principales différences entre les deux démarches du point de vue alors, de l'avocate que tu es? Oui, alors donc les démarches, c'est vrai que les deux démarches
demande une modification statutaire, mais c'est vrai qu'il y a plus de souplesse et de latitude dans le cadre de la société à mission. La loi donne beaucoup de liberté dans la définition de la raison d'être, des objectifs socio-environnementaux, ainsi que la nomination des membres du comité de mission. La mention de société à mission est peu coûteux, c'est assez facile à obtenir, en tout cas au début. Et le vrai enjeu, ça serait plutôt l'audit par les auditions indépendants. Donc ça, c'est un peu je dirais, le port d'entrée. Donc c'est un peu le cadre souple. Et ensuite, il y a ces démarches un peu plus complexes, un peu plus détaillées, qui est la certification BICA. Donc, du coup, qui est un labo qui existe depuis une quinzaine d'années. Donc, du coup, il y a déjà une dimension où ça a été retravaillé plusieurs fois, où ils ont un peu déjà une historique un peu plus, voilà, je dirais, internationale et aussi une démarche militante aussi depuis plusieurs années. Et donc, cette démarche, je dirais, est plus exigeante parce que la démarche de certification demande une évaluation globale de l'impact positif sur toutes les parties prenantes, donc les parties prenantes principales. Donc, c'est assez complexe et détaillé, ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre aussi de l'énergie. Donc, c'est là où on peut dire que effectivement, c'est complémentaire parce qu'on peut utiliser le BAA pour évaluer les objectifs socio-environnementaux, statutaires ou opérationnels. Et puis ensuite, c'est le B-Impact Assessment qui est utilisé dans le cadre de la certification. Ça évolue depuis tous les 2-3 ans. Donc, c'est une certification qui dure 3 ans et puis c'est une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir 80 points une année, et puis la troisième année, voir qu'il manque des points parce que le BIA a évolué. Donc, c'est là où je dirais que la certification BICAP, c'est un peu plus dur à obtenir ou un peu plus difficile parce qu'il y a une vraie démarche militante et d'avoir une évaluation globale de l'impact positif et pas seulement de définir la raison d'être ou de simplement choisir quelques objectifs statutaires. Mais comme vous avez très bien dit, les deux démarches peuvent très bien aller ensemble et que l'importance vraiment, c'est de montrer une voie, de montrer un cadre pour que les entreprises puissent rentrer vraiment dans une démarche d'avoir un impact positif et non pas seulement un impact, de réduire leurs impacts négatifs. Je rappelle que sur la partie démarche de progrès, je suis toujours frappée de voir, parce qu'effectivement, dans certains cas, la certification Bicorp, c'est un objectif en soi. Nous, on a un certain nombre de clients qui se demandent s'ils vont finir par atteindre ces fameux 80 points. Et en fait, je rappelle quand même que, par exemple, Patagonia est rentré avec 102 points et en a aujourd'hui 152. Donc, on voit c'est aussi, c'est pas une fin en soi, c'est aussi un cadre de progrès. Justement, Augustin, est-ce que tu peux nous dire, alors il y a pas mal de parallèles entre la certification Bicorp et les démarches d'évolution de la loi à l'international, et d'ailleurs Bilab est impliqué dans ces évolutions. Est-ce que tu peux nous faire un petit point justement sur les ponts qui existent entre Bicorp et ces démarches qui consacrent dans la loi un statut entre guillemets différent pour les entreprises engagées ou à mission? Oui, bien sûr, merci, merci pour cette belle matinée. Je pense qu'à l'origine, le projet Bicorp n'a pas été construit seulement dans une optique de créer un référentiel, un label, mais bien dans une optique de faire bouger les lignes au niveau de la loi, au niveau juridique. Alors ça a démarré aux États-Unis. Et les premiers statuts de Benefit Corporation aux États-Unis ont émergé en grande partie après le label Bicorp. Et le label Bicorp a coloré en quelque sorte ces statuts qui ont commencé à émerger aux États-Unis de Benefit Corporation et qui donc intègrent bien les 5 volets ou les 5 domaines d'impact qu'on retrouve dans Bicorp, qui sont ces parties prenantes, la gouvernance, les collaborateurs, la collectivité avec toute la chaîne d'approvisionnement, les clients et évidemment l'environnement.
Et puis, petit à petit, B Corp s'est étendu en dehors des États-Unis, et donc des démarches similaires ont été entreprises par les mouvements au niveau local. Ça a été le cas notamment en Italie avec l'arrivée de la Società Benefit, qui est assez 2015, similaire. c'est ça? 2015 exactement, qui est assez similaire à la Benefit Corporation. Et puis, je sais que le mouvement B Corp en France a beaucoup contribué et participé à tous les débats qui ont eu lieu au moment de la loi Pacte, et sur lequel cette loi a atterri sur la société à mission. Donc je pense que cette loi, comme toutes les lois, elle aura vocation à évoluer également. Et nous, B Corp en France, on participera évidemment à ces débats, à ces échanges. Plus récemment, au Royaume-Uni, B Corp a mené toute une coalition qui s'appelle le Better Business Act, et qui a pour objectif de réaliser un petit peu la même chose, donc de faire pression sur notamment les parlementaires au Royaume-Uni pour inscrire ce type de dispositif dans la loi. Et enfin, au niveau de l'Union européenne, on est très engagé aussi sur toutes les questions, notamment qui sont assez proches du devoir de vigilance pour les entreprises. Donc là, on va chercher à toucher vraiment la partie gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut en fait mettre comme plancher dans la loi européenne sur toutes ces questions de gouvernance et notamment de prise en considération en fait des parties prenantes et de l'impact en fait de nos décisions en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise sur nos parties prenantes. Donc c'est vrai que depuis ses origines, et ça continue aujourd'hui, B Corp a toujours eu ce côté, comme l'a dit Alissa, un peu militant, d'aller au-delà d'un simple outil en quelque sorte, et vraiment d'essayer d'avancer avec les législateurs des pays concernés pour faire bouger les lignes sur ces questions. Oui, et on pourrait même dire que du coup, la présence internationale de B Corp dans 75 pays de mémoire, c'est aussi un levier pour essayer de faire bouger finalement les réglementations dans pas mal de pays. On disait lors d'un précédent webinaire auquel Emery participait sur la loi Pacte que la France est vraiment à l'avant-garde d'un mouvement dans lequel on trouve aussi pas mal d'autres pays. Tu as parlé des États-Unis, du Canada, de l'Italie, de l'Angleterre, mais il y a aussi des projets au Rwanda, à Taïwan, au Pérou, de textes qui donnent un statut particulier aux entreprises à mission. On est vraiment sur un mouvement planétaire, c'est ça qui est évidemment très intéressant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui quant au nombre de sociétés qui sont labellisées B Corp et quel intérêt tu vois dans les B Corp en France pour le statut de société à mission? Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du nombre de B Corp? On va franchir, je crois, cette semaine, a priori, les 4000 B Corp dans le monde. Et alors en France, on vient de franchir, on va franchir la B Corp numéro 150. Donc on voit que c'est vraiment, il y a une dynamique assez depuis 1 ou 2 ans. Je dirais qu'en France, on a presque doublé le nombre de B Corp en moins de 2 ans. Et puis au-delà du chiffre de nombre d'entreprises labellisées, c'est vrai que moi, il y a des chiffres que j'aime beaucoup rappeler, qui sont en fait le nombre d'entreprises qui travaillent sur le BIA, le Be Impact Assessment. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie Parce que le BIA, on particularité. ne l'a pas dit, mais il est ouvert, accessible en ligne à n'importe quelle entreprise qui veut s'auto-évaluer, même si elle se contrefiche de la certification B Corp, quand bien même elle serait au-dessus des 80 points, c'est ça, elle peut utiliser Exactement. le questionnaire pour s'évaluer, structurer sa démarche, etc. C'est Peut-être une d'ailleurs vraie, en complément du statut de société à mission. Exactement. Et c'est une vraie spécificité de l'ONG, du mouvement, c'est de rendre disponible cet outil dans sa version la plus complète. Donc les B Corp l'utilisent exactement de la même façon que les entreprises qui ne sont pas B Corp. Et aujourd'hui dans le monde, on a près de 150 000 entreprises qui utilisent l'outil pour travailler sur leurs enjeux d'impact. En France, c'est un peu plus de 7000 organisations qui aujourd'hui utilisent cet outil. Là encore, les chiffres ont presque doublé en moins de 2 ans. Donc, non seulement il y a une dynamique autour du label, mais il y a, je pense, une dynamique encore plus forte, en fait,
autour de cet outil, ce qui est une formidable nouvelle parce que ça veut dire que des entreprises s'y mettent, peu importe si elles veulent aller jusqu'à la labellisation ou non. L'important, c'est qu'elles se plongent dans ces sujets, qu'elles mesurent ce qui compte vraiment, c'est-à-dire leur impact social, sociétal et environnemental, et qu'elles le fassent en parallèle d'une démarche comme la société à mission. Et ça, on le voit aussi de plus en plus. Ça répond à ta deuxième question. J'allais te relancer sur le sujet. Exactement, le nombre d'entreprises qui nous sollicitent et qui ont envie d'aller aussi vers la démarche de société à mission augmente. Et ça, c'est une super nouvelle aussi. Nous, on tient ce discours de complémentarité. Je pense que tu as parlé des 2 rails, Elisabeth, c'est exactement ça. Et on le voit, ça permet à des entreprises qui sont en train qui sont un peu les mains la tête dans le guidon, les mains dans le cambouis de leur BIA, de en fait parfois se sortir de ça, de prendre un peu de recul et de se recentrer sur leur raison d'être. Et c'est pour ça que la société à mission est hyper intéressante et je pense que ta métaphore maritime, c'est exactement ça. C'est important à la fois de se fixer le cap et de s'appuyer du coup sur ce nouvel outil juridique qui est la société à mission, tout en gardant les mains sur son outil de navigation, de progresser en permanence. Donc c'est pour ça que nous, effectivement, on le voit depuis bien une année maintenant, le nombre d'entreprises qui se lancent dans les 2 démarches en parallèle ne cesse d'augmenter. Et donc à tous ceux qui demandent si c'est l'un ou l'autre, on dit voilà, c'est pas la bonne question à se poser. Il faut y aller à fond, mais il faut faire les 2 à fond. Ok, merci. Alors, on va en parler avec Emery et Laurence pour la communauté des entreprises à mission. Et d'ailleurs, on constate, Emery, tu nous le diras peut-être, ou Laurence, qu'il y a un peu les mêmes profils d'ailleurs d'entreprises en réalité, en termes de taille, etc., qui se lancent dans l'une et l'autre démarche. J'en profite parce que j'ai oublié de vous le dire. Mais comme je suppose que depuis 1 an et demi, vous êtes hyper habitués à tous les webinaires et toutes sortes de visios, il y a un onglet questions dans lequel, comme son nom l'indique, vous pouvez commencer à poser vos questions pour nos intervenants et on les prendra tout à l'heure. Alors, Emery et Laurence, vous allez présenter au nom de la communauté des entreprises à mission dans 2 jours, sauf erreur de ma part, le 2e baromètre des entreprises à mission. Alors, je ne vais pas vous demander de nous donner les chiffres clés avant le reveal, mais peut-être quand même de nous dire où on en est sur le nombre de sociétés qui ont la qualité de société à mission. La dynamique est très forte. Hein. Pour rappel, la loi Pacte, les premiers décrets, enfin les décrets d'application de la loi sont sortis l'année dernière, hein, il y a un peu plus d'1 an maintenant. On a pu faire à travers le premier observatoire des sociétés à mission qu'on a lancé là en début d'année une observation, c'est qu'il y avait déjà 88 sociétés à mission fin décembre qui avaient adopté cette qualité, c'est-à-dire qu'ils ont fait quand même un long chemin. Parce que je voudrais dire le temps que la démarche prend. Hein. C'est vraiment une démarche qui prend du temps de re-questionner le sens de l'entreprise à travers cette raison d'être, mais également, et c'est très important, c'est ce qui fait toute la qualité de la société à mission, de la traduire en objectifs sociaux, environnementaux qui sont propres et singuliers à l'entreprise, mais également de mettre en place la gouvernance de la mission et donc le comité de mission qui est indispensable pour obtenir cette qualité. Aujourd'hui, on aurait pu se dire qu'avec la crise de la Covid et peut-être même avec l'affaire Danone, la dynamique aurait été un peu freinée ou mis un peu en pause pour des problématiques de gestion de crise ou de court terme. Ça n'est pas le cas. On a une dynamique qui est très forte puisqu'on a doublé, plus que doublé, le nombre de sociétés à mission en l'espace de 4 mois. On est aujourd'hui 166 sociétés à mission en France, ce qui démontre vraiment la vitalité de cette démarche, le sens et l'intérêt qu'ils portent les dirigeants pour structurer leur démarche d'impact, pour structurer finalement leur contribution aux enjeux sociaux et environnementaux et qui sont vraiment propres et singuliers à chaque entreprise. Ce qu'on peut dire, parce que je sais, Elisabeth, que tu vas me poser tout de suite la question, c'est qu'il y a parmi ces sociétés à mission aujourd'hui 10% de sociétés à mission qui sont également Bicorp, donc qui ont fait les 2 démarches. Et ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'il y en a presque autant qui sont en chemin pour obtenir cette labellisation Bicorp parmi les sociétés à mission.
Donc, on voit la complémentarité des approches. Néanmoins, chaque société à mission définit ses propres objectifs de mission, qui sont singuliers et qui vont parfois au-delà des questionnaires ou des référentiels existants. On peut mesurer que 3/4 des sociétés à mission ont à la fois des objectifs de mission sociaux et environnementaux. Donc, ça montre qu'il y a quand même une démarche qui est assez globale là et qui est assez intéressante parce qu'on aurait pu dire le travers de la société à mission, c'est que finalement, on choisit ses propres objectifs et qu'on va mettre l'accent sur nos forces. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien. Hein. C'est ce sur quoi on peut avoir de l'impact, ce sur quoi on peut contribuer. Ouais. Et quand même, 3/4 d'entre elles se dotent d'objectifs sociaux et environnementaux. Alors, attends, dis-moi, Emery, si 3/4 se dotent d'objectifs sociaux et environnementaux, comme la loi le prescrit d'ailleurs, puisqu'il y a eu beaucoup de débats en amont de la loi sur le « et » ou le « ou », mais finalement, c'est le « et » qui l'a emporté. C'est une heureuse chose. Est-ce que ça veut dire qu'1/4 des entreprises ne respectent pas la loi? Non, pas du tout, parce qu'il y en a 1/4 qui ont des objectifs soit seulement sociaux, soit environnementaux et sociétaux. Enfin voilà, donc après, quand on dit, par exemple, quand tu as cité tout à l'heure le groupe Rocher qui dit, moi, dans un de ses objectifs de mission, c'est que toutes ces filiales soient labellisées Bicorp, c'est difficile de qualifier cet objectif de social ou d'environnemental. C'est un exemple. Ensuite, ce qui est intéressant. Le « et » en fait de la loi est un « ou ». C'est ça que finalement, c'est un « et », mais c'est aussi un « ou ». C'est-à-dire que si on a un objectif, sachant que la loi ne définit pas ce que c'est que le social, qui, comme tu le dis, peut être le sociétal, etc. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats chez certains de mes clients sur est-ce que c'est un « et » ou un « ou » et est-ce qu'il faut être social et environnemental. En fait, ça marche aussi, puisque si les 3/4 ont des objectifs sociaux et environnementaux, ça veut dire qu'1/4 sont finalement plus souples. Mais à nouveau, la loi, elle visait aussi à embarquer le plus grand nombre, donc ça marche. La loi laisse un grand espace de liberté à chacun, finalement, pour définir la vision de sa contribution à des enjeux de société. Et c'est ça redonne du sens à l'entreprise et ça redonne une vision de ce à quoi, au cœur de mon modèle économique, je vais contribuer. Puis également, à noter… Excuse-moi, il faut rappeler, peut-être tu en parleras ou Laurence, mais que la loi définit assez sommairement, on va dire, ce qu'est une raison d'être et qu'il n'y a pas… si on veut devenir société à mission, la raison d'être et les objectifs qu'on a formulés ne peuvent pas être retoqués, n'est-ce pas? Une fois qu'on… Alors, ça, c'est une très bonne suggestion et on va le voir parce qu'aujourd'hui, on parle d'un objet qui est encore peu mature. La société à mission n'a pas encore subi son premier audit avec les OTI qui vont venir voir et auditer les sociétés à mission. Les audits qui vont être réalisés par les OTI, qui sont là entre 2 et 3 ans, vont s'appuyer sur 2 choses probablement. D'abord, ils vont juger de la qualité et de la pertinence des objectifs de mission. Et effectivement, on peut imaginer qu'une société qui a une raison d'être et des objectifs de mission qui sont pas singuliers, pas ambitieux et pas intéressants, elle pourrait être retoquée et perdre ses qualités de société à mission. Et ensuite, l'audit portera sur les moyens qui sont mis et l'atteinte des objectifs sociaux et environnementaux. Donc, c'est un peu tôt pour dire. Et ensuite, il y a aussi un autre point qui est assez intéressant dans l'observatoire, c'est que ce fameux comité de mission, les entreprises s'en saisissent pour intégrer dans leur gouvernance leurs parties prenantes. 4/5 des entreprises, enfin 4 entreprises sur 5, intègrent ces parties prenantes dans les comités de mission. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça vient nourrir, enrichir le projet et apporter une vision vraiment 360 de la valeur qui est créée par l'entreprise pour l'ensemble de ses parties prenantes. Et finalement, c'est une sorte d'institutionnalisation des comités consultatifs de parties prenantes qui existaient avant dans certaines entreprises sans place dans la gouvernance. Oui, sauf que là, il a un vrai rôle. Le comité de mission, pour rappel, il va formuler des recommandations, émettre un rapport de mission et c'est sur ces travaux que vont d'ailleurs être conduits les audits des OTI. Ouais. Donc, après, il faut le dire aussi, il y a dans ce baromètre une chose qui manque et c'est le nombre d'entreprises qui sont en chemin. Et il y en a en fait énormément parce que tu as évoqué tout à l'heure quelque chose, Elisabeth, où je ne suis pas tout à fait aligné sur la temporalité. On constate qu'il y a dans la communauté aujourd'hui, on est 220 membres. Tous ne sont pas encore sociétés à mission. Mais beaucoup sont en chemin et beaucoup commencent par réaligner un certain nombre de pratiques, faire les premiers renoncements à des activités, se séparer carrément d'activités ou de filiales pour que quand ils vont sortir du bois et annoncer qu'ils vont devenir société à mission, ils soient déjà assez alignés parce que il y a évidemment
Donc, finalement, la démarche, elle démarre assez en amont et assez tôt. Elle prend du temps. Hein. Là, on a encore la partie vraiment que émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en chemin et dont la démarche n'a pas été arrêtée par le cas Danone, qui démontre d'ailleurs la résilience de la société à mission, parce que après l'éviction de Faber, on n'est pas revenu le 29 avril dernier sur la qualité de société à mission. Ok, Laurence, est-ce qu'il y a des points que tu veux compléter, peut-être notamment sur la taille des entreprises? Parce que je disais tout à l'heure, on voit des proximités d'ailleurs entre ce qu'on constate sur les sociétés à mission, ce qu'on constate sur les Bicorp. Bonjour à tous. Sur la taille, évidemment, on reste aujourd'hui très majoritairement sur des PME, des startups, des PME, des ETI. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe pour un grand groupe de devenir société à mission pour tout un tas de raisons. Et je voulais revenir sur le sujet des différences et des complémentarités. Et en fait, il y a énormément de complémentarités, mais justement parce que il y a des différences assez nettes. Parce que la mission, elle définit la finalité de l'entreprise. Et je reviens sur ton propos, Elisabeth, sur le objectifs sociaux et environnementaux. Et en fait, si on dit que la finalité de l'entreprise s'entend comme le cœur de la contribution de l'entreprise, on est par définition a priori sur un champ restreint qui concerne le cœur de la contribution de l'entreprise. Quand Open Classroom dit moi, ma mission, c'est l'accessibilité, c'est un sujet social, et c'est peu importe en fait, le sujet n'est pas là. Et ce qui est intéressant et ce qui rend très complémentaire les deux démarches, c'est que dans un cas, on est sur vraiment la contribution qui est core business de l'entreprise à la société. Qu'est-ce que j'apporte de singulier au monde? Et dans un autre cas, on est dans une approche pour moi beaucoup plus 360 degrés, où on regarde un ensemble de choses. Donc pour aller au bout du raisonnement, on pourrait avoir une contribution majeure et avoir des formes de responsabilité qui pour autant être une entreprise qui, par exemple, manage très mal ses hommes, etc. Donc pour moi, on est vraiment quand même dans une approche d'un côté qui relève de la contribution et de l'autre qui relève quand même de la responsabilité. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que une des sociétés qui est récemment à la fois société à mission est devenue Bicorp, vous aurez peut-être une petite idée de qui il s'agit. Je regardais son assessment Bicorp et en fait, Bicorp, et là-dessus, je modulerai un peu ce que disait Alissa, n'évalue pas la mission et c'est pas son rôle. Il se trouve que dans cette entreprise, je notais que la mission, c'est-à-dire la raison d'être, et les indicateurs qui sont directement liés à cette mission n'étaient pas notés. Ce qui ne me paraît pas du tout choquant d'ailleurs, puisque c'est totalement singulier. Donc, moi, de ce que je comprends de Bicorp, c'est que Bicorp ne note pas cette dimension qui est propre à chaque entreprise. Par contre, elle va le noter, sa capacité, et d'ailleurs tout ce qui relève plutôt d'éléments qui peuvent être comparables, son impact positif sur la société, sur les 5 champs des parties prenantes. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y a une complémentarité forte et que je pense que, en tout cas, les cousinades, les synergies qu'on voit chez nous, dans la communauté des entreprises à mission et Bicorp, c'est que ça n'apporte pas les mêmes bénéfices. Bicorp peut répondre à une volonté de se comparer sur son marché, de valider sa démarche hautement responsable. Peut être aussi venir valider ou améliorer la visibilité d'une marque auprès de ses consommateurs. Mathieu Nebra a récemment le fondateur d'Open Classroom, a récemment fait un post là-dessus en disant qu'il trouvait que Bicorp méritait d'être plus connu même auprès du grand public. Et puis Bicorp aussi, je trouve par rapport à tout ce qui est en train de se dessiner, notamment au niveau européen, et pas dans une surenchère normative. Je trouve qu'il y a une dimension intéressante
d'apparaître comme une opportunité plutôt que comme une contrainte dans un monde où on peut facilement tomber dans une approche un peu de conformité. Donc ça, c'est les principaux, en fait, complémentarités que je verrais à une approche liée à la mission. Mais parce que pour moi, c'est deux natures assez différentes d'évaluation. Est-ce que, Augustin, peut-être tu veux compléter brièvement, s'il te plaît, sur la façon dont le BIA aujourd'hui, le questionnaire du Bicorp, prend en compte les questions de mission? Ouais, en fait, je pense qu'il y a deux dimensions. Là où je rejoins Laurence, c'est qu'effectivement, Bicorp ne pourra pas évaluer la spécificité de la contribution en tant que telle de l'entreprise. En revanche, ce que Bicorp va faire concernant la mission, c'est on va demander, et on le demande à toutes les Bicorp, que cette mission-là, elle soit inscrite dans les statuts, et que deux, ce qui est valorisé, c'est que c'est ce que tu as dit, Laurence, c'est que cette mission-là, elle est utilisée en fait pour piloter certaines dynamiques de performance de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que les salaires des dirigeants sont indexés quelque part sur le fait que l'entreprise poursuive sa mission? Est-ce que le conseil d'administration et ses parties prenantes sont bien formées à la mission, etc. Donc ça, c'est Oui, en fait, quand un tu dis, ce que tu dis, c'est quand tu coches la case j'ai une mission, raison d'être, etc., alors ça ouvre toute une série de questions qui finalement rejoignent un peu ce que demande la société à mission sur la gouvernance. Est-ce que vous avez des objectifs dédiés? Est-ce que vous formez les gens? Est-ce que les bonus des dirigeants, ce que tu évoquais, est-ce que vous formez les salariés, etc. Toute une série de questions qui en fait sont assez alignées finalement avec la société à mission. Et la deuxième dimension, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une vingtaine dans le questionnaire Bicorp, une vingtaine de ce qu'on appelle de modèles d'affaires impact. Et c'est là où Bicorp va quand même chercher à évaluer quelle va être la contribution spécifique de l'entreprise sociétale. Alors, je suis d'accord avec Laurence, elle ne pourra pas le faire sur aller jusque dans les spécificités exactes, parce que je pense que, alors si en France on regarde les 3,5 millions d'entreprises, il y aura peut-être 3,5 millions de contributions sociétales, en tout cas on l'espère un jour, de ces entreprises. En revanche, il y a plus d'une vingtaine de grandes familles, on va dire, de modèles d'affaires à impact qui là vont permettre à Bicorp en quelque sorte, classer une entreprise en fonction de son modèle d'affaires et d'aller jusque dans le cœur en fait de la mission de l'entreprise et donc de son modèle d'affaires. Ok, merci pour cette précision. On va passer alors du coup aux exemples des entreprises qui sont là. Emery et Laurence vont changer de casquette, bien que ce soit et au fond les mêmes personnes. J'aimerais savoir, et peut-être on va commencer par Philippe et Patrice pour leur donner la parole. Du coup, pour toutes les entreprises qui êtes là, pourquoi vous vous êtes engagés dans ces deux démarches? Dans quel ordre? À quelle logique de développement ou de maturité de votre entreprise ou de votre démarche ça répondait? Peut-être Philippe pour commencer et Patrice ensuite. Bonjour à toutes et tous. Merci Elisabeth. Écoute, nous, on a fait les deux en même temps et on a annoncé les deux en même temps. Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu particulière, c'est qu'on est d'une certaine façon, comme on dit en anglais, purpose native, c'est-à-dire que le décalage que tu indiquais tout à l'heure entre effectivement le moyen terme et le long terme était moins prégnant, j'allais dire, pour une boîte comme Mirova, puisque le travail avait déjà quand même été très largement entamé depuis la création de la boîte. Et donc, on a engagé les deux démarches en parallèle. Et on a annoncé au mois de novembre à la fois la certification Bicorp et le passage en société à mission. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Franchement, c'est difficile de rajouter. Enfin, vous avez vraiment bien tous cadré les choses. Moi, je pense que pour nous, il y a quelques spécificités. C'est que nous, on est un investisseur. Donc, il y a aussi la cohérence entre ce que… alors, Laurence aussi, évidemment, certainement la même problématique. C'est que on a
un besoin d'alignement entre ce que nous racontons aux entreprises dans lesquelles nous allons investir et ce que nous leur demandons en quelque sorte, et puis ce qu'on fait pour nous-mêmes. Donc il y avait ce besoin d'alignement qui était très fort. Ça, c'est le premier élément, la première particularité, j'allais dire, pour ce qui nous concerne. La deuxième particularité, c'est qu'on est filiale d'une grande banque qui elle-même ne s'est pas engagée du tout aujourd'hui dans cette démarche, ni l'une ni l'autre, ni Société à mission, ni Bicorp, ni au niveau de Natixis, ni à celui de BPCE aujourd'hui. Et donc, d'une certaine façon, effectivement, et puis on a un actionnaire qui détient quasiment 100% de la boîte. Et donc, cette relation avec l'actionnaire et l'explication des implications que ça allait avoir en termes de gouvernance, notamment, a été un élément très important, parce qu'il a fallu convaincre en quelque sorte l'actionnaire que ça avait un intérêt. C'était facile ou c'était difficile de le convaincre? Ça n'a pas été difficile, c'est un travail qu'il a fallu faire. Je crois que les réticences ont été d'ailleurs, autant au niveau, d'ailleurs, je parlais de l'actionnaire, mais il y a des réticences aussi au niveau des syndicats, de la même façon, en se disant, est-ce que le comité, enfin, comment tout ça se positionne par rapport aux instances de gouvernance existantes, donc que ce soit le conseil d'administration d'un côté ou le comité ou le CSE de l'autre, hein, c'est un peu le même type d'approche. Peut-être le point que je voudrais peut-être rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, c'est un peu l'éléphant dans la pièce qui est, moi quand j'ai annoncé les deux, je me souviens, j'ai fait un post sur LinkedIn annonçant qu'on était à la fois Société à mission et Bicorp. J'ai eu quelques commentaires, dont je ne dirai pas qui, vous les retrouverez si ça vous amuse, qui m'ont dit mais tu es un traître à la patrie. Pourquoi est-ce que tu fais Bicorp? Société à mission suffit largement. Et donc Bicorp, là, tu es en train de te vendre aux Américains. C'est un label qui est américain et nous et donc ça rejoint quand même toutes les discussions effectivement qu'on a ces derniers temps avec Olivier Grégoire et d'autres, hein, sur les questions de souveraineté en quelque sorte européenne sur les normes. Et je crois que c'est une question qu'il faut qu'on se pose, qui doit être traitée ici. Je crois, qu'il faut qu'on peut pas passer à côté de cette question-là, c'est-à-dire est-ce que demain, si on porte le sujet société à mission au niveau européen, est-ce que ça implique aussi de créer des indicateurs, de créer un cadre, de créer un cadre d'analyse qui soit spécifiquement européen? Y a-t-il aujourd'hui une problématique là-dessus? Est-ce que les éléments de gouvernance, y compris de Bicorp, posent question ou pas? Je crois que c'est intéressant à discuter, parce que pour une boîte comme Mirova, pour être franc et honnête, une des raisons quand même essentielles du fait qu'on soit lancé dans les deux en même temps, c'est quand même la dimension internationale de Bicorp. C'est que on a des filiales aux États-Unis, en Angleterre, à Singapour, en Amérique latine, et dans ces endroits-là, évidemment, à cette émission, c'est des personnes, c'est inconnu, quoi. Hein, c'est quelque chose qui n'apporte pas grand-chose, enfin pas grand-chose. Ça apporte en soi, mais pas en termes de communication et d'expression vis-à-vis des parties prenantes locales, parce qu'elles ne connaissent pas. Et donc Bicorp a amené aussi un moyen de communication et d'expression de tout ça au niveau international. Donc voilà, je lance juste ce sujet-là en débat et je vous laisse réagir. Ok, merci bien. Patrice, peut-être votre expérience chez Chiesi? Alors donc Chiesi, pour préciser, donc c'est un laboratoire pharmaceutique italien et qui est présent dans 25 pays. Nous, la première étape, ça a été l'étape Bicorp, c'est-à-dire que notre CEO et la famille Chiesi, à qui appartient le groupe, a vraiment, je dirais, traduit à travers la certification Bicorp ses attentes vis-à-vis des filiales. Et donc, on est devenu Bicorp en 2019, après un chemin qui a commencé en 2017. Donc, ça a été vraiment un aspect, avoir une photo de là où on était. Et puis ensuite, chaque filiale fait son chemin, évidemment. Donc, moi, je préside la filiale française. Et c'est vrai que après cette étape Bicorp qui demeure, on a vraiment travaillé sur un chemin qui est le chemin de société à mission. En fait, ce chemin, il a commencé par une réflexion du comité de direction, une réflexion avec les parties prenantes, et qui sont pour nous principalement, hein, en tant que laboratoire pharmaceutique, les patients
et les médecins et les professionnels de santé, et d'essayer de voir comment on pouvait, je dirais, articuler le fait de devenir société à mission, ce que nous sommes depuis avril, et on est le premier. J'espère qu'on va être vite rejoint, n'est-ce pas, Emery, par de nombreux autres laboratoires pharmaceutiques, mais aujourd'hui, on est le premier laboratoire pharmaceutique à être Bicorp, mais surtout, le plus important à être Bicorp, mais surtout le premier à être société à mission. Et moi, il y a un aspect qui m'intéresse énormément, c'est effectivement l'articulation entre ces différentes normes, et puis effectivement l'articulation entre ce que, par exemple, est Société Benefita vis-à-vis de Société à mission, et c'est pas la même chose, même si la traduction peut sembler proche, ce n'est pas la même chose, et en tant qu'expert, vous le savez bien. Et donc là, j'ai un vrai sujet européen, pour reprendre ce que disait Philippe, qui est à mon avis fort, qui est qu'on arrive à, je dirais, pouvoir parler entre au moins filiales européennes dans un premier temps de la même chose quand on parle d'une société à mission, d'une société à Benefita, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sachant, Patrice, que Chiesi Italie est devenue Société Benefit aussi ou... Oui, alors Chiesi Italie, le groupe, est Société Benefita au niveau italien, au niveau du droit italien. Et également, on a la filiale des États-Unis d'Amérique qui est Public Benefit Corporation. Oui, donc effectivement, il y a un sujet d'harmonisation potentiellement de tous ces textes. Et si demain vous étiez, ce que je disais, au Pérou, à Taïwan et au Rwanda, il y aura encore d'autres textes avec évidemment des différences entre ces textes, bien sûr. Emery, Laurence, peut-être sur vos entreprises respectives, vous pouvez nous raconter aussi quel a été votre parcours? Vas-y, Laurence. Ben, nous, on est devenu Bicorp en 2015, cohorte des Bicorp, avec Camille. On a fait la démarche tous les deux en tant qu'investisseurs et entreprises. Et de notre côté, je pense que nous, on est nés il y a plus de 10 ans et on est né dans un contexte d'opposition entre impact et rentabilité. En France, il y a une dichotomie historique, soit on fait du business, soit on fait le bien et c'est de la philanthropie. Et je dirais qu'on a mis une dizaine d'années à sortir de cette contradiction. Et quand on a vu le label Bicorp arriver en France, on s'est reconnu dans ce message de compatibilité entre les deux et de pouvoir avoir à la fois gagner de l'argent pour nous rendre de l'argent à des actionnaires et avoir un impact positif. Et on a mis beaucoup de temps, en particulier vis-à-vis de nos propres investisseurs, à démontrer que c'était possible. C'était très très fort en France. Et notre engagement dans l'entreprise à mission remonte à 2014-2015. À l'époque, et c'est vraiment né d'une rencontre avec l'équipe de chercheurs de Mines Paris-Tech, Blanche, Armand Hatchuel, etc., où un petit groupe, avec en particulier Emery, on a commencé à expérimenter l'entreprise à mission bien avant l'heure. Et moi, je pense que ça rejoignait des convictions très fortes chez nous en tant qu'investisseurs, de constater que l'impact, c'est l'aval d'un processus, c'est le constat qui découle d'une intention. Et je trouvais insuffisant l'impact tel qu'on voyait qui était très focus sur la mesure et assez peu sur l'intention des dirigeants. Et nous, tous les jours, on voyait assez régulièrement passer des entreprises qui avaient un impact à un temps T. Mais quand on se posait vraiment la question, est-ce qu'il y a un projet de transformation qui est porté par les dirigeants? Quelle est la vision de ces gens en termes de transformation de la société à partir de leur activité? On n'était pas toujours convaincus. Moi, je suis arrivée à une conviction qu'il n'y a pas d'impact durable sans mission, c'est-à-dire sans une démarche, la définition d'une trajectoire assez claire qui est portée par l'entreprise, et c'est parti. Et inversement, je ne pense pas qu'il y ait de mission qui tienne sans un impact tangible. Donc nous, plus on a avancé dans notre approche, dans notre propre démarche d'impact en tant qu'investisseur, plus on a ressenti le besoin d'articuler les deux ensemble. Et ce que disait Philippe aussi est très vrai pour nous. Alors nous, on n'a pas encore complètement la problématique de l'international, j'espère que ça viendra un jour, mais
devenir société à mission pour un investisseur, en fait, vous vous décollez des impacts de ceux que vous financez. Nous, on a longtemps été, finalement, on s'est considéré comme notre impact étant la somme des impacts des entreprises dans lesquelles on investissait. Et être société à mission, c'est dézoomer et se dire, mais en fait, quel est, nous, l'impact que nous souhaitons avoir en tant que société et en tant que personne morale, puisque nos fonds ne sont pas des personnes morales. Et d'ailleurs, nous, on est actionnaires majoritairement de notre société. Donc, quel actionnaire nous souhaitons être? Quelle est la conception que nous avons de notre rôle en tant qu'actionnaire? C'est pour ça que je pense qu'on est tous convaincus que le monde de la finance, ça va être une étape supplémentaire de se poser la question de son rôle en tant qu'actionnaire et pas uniquement de l'impact de ses fonds en tant que produit. Oui, l'entreprise est toujours plus que la somme de ses produits. Au fond, c'est cette question-là qui est posée aussi avec la société à mission. Exactement. Et les actionnaires, les investisseurs le tangibilisent assez peu pour le moment. Oui, c'est vrai. Emery, est-ce que la démarche de Camif, si tu peux nous la rappeler? Alors, nous, quand on a relancé Camif en 2009 à Niort, notre obsession, c'était d'avoir un impact positif sur les emplois à Niort. Donc, on a installé notre entreprise là-bas, on a recréé le projet Camif à Niort, on a ouvert un centre de relations clients, un centre logistique, et on a fait le choix de miser sur la qualité, sur le Made in France. On travaille aujourd'hui avec une centaine de fabricants français qui représentent 78% de notre chiffre d'affaires. Et à un moment donné, on a commencé à structurer finalement notre démarche d'impact. On a commencé à faire un premier rapport RSE, ça c'était en 2013, notre premier rapport RSE, puis le deuxième, et puis on a rencontré les équipes de Citizen Capital qui nous ont là aussi abreuvé d'un questionnaire ESG RSE bien garni, et on s'est dit finalement il faut qu'on arrive à prouver, à montrer, à objectiver notre modèle d'impact qu'on a mis en place avec Camif, et on a trouvé avec le référentiel Bicorp la bonne façon de le faire. On a fait partie, comme l'a dit Laurence, de la première promotion des Bicorp françaises en 2015. Recertifié en 2018. On pensait avoir fait plein de choses entre 2015 et 2018 pour améliorer notre note, mais on n'a pas amélioré notre note. Donc, le niveau de l'eau monte. Ça, c'est plutôt un bon signe aussi, parce que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, une démarche d'amélioration continue, mais on a beau s'améliorer, le référentiel aussi il s'améliore. Donc, c'est pas facile d'être Bicorp. C'est assez intéressant. Donc, c'était vraiment pour, je dirais, apporter la preuve de notre modèle d'impact positif global. La démarche de la société à mission et surtout, elle a démarré en 2013 avec l'arrivée de Citizen Capital et avec un tournant assez majeur qu'on a opéré à ce moment-là, qui était, bon, ok, on a relancé Camif sur la base des clients historiques, mais on sait que l'avenir, ça va être d'aller chercher des nouveaux clients. Et avant d'aller chercher des nouveaux clients, il faut redonner du sens au projet et pouvoir expliquer ce sens et la contribution positive de Camif à des clients qui ne connaissent pas la marque. Et on a fait donc la rencontre, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, des chercheurs de l'école des mines qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu. Moi, leurs travaux m'ont parlé parce que ça parlait finalement de la raison d'être ensemble, de la raison de faire de l'entreprise. Ça parlait du sens qu'on voulait donner au projet. Et pour nous, ça a été vraiment un levier de transformation et d'accélération de la transformation du modèle Camif. On s'est lancé sur cette démarche à partir de 2014 où on a commencé à constituer un petit groupe de travail qu'on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu, qui est aujourd'hui notre comité de mission, en intégrant justement des parties prenantes externes, des fournisseurs. Aujourd'hui, on a 2 représentants de nos fournisseurs, 2 collaborateurs, on a des experts aussi. Et la mission qu'on a confiée à la cellulose, c'était définissez la raison d'être de l'entreprise. Et ça a pris 2 ans et demi pour sortir les 2 phrases qui sont constitutives de notre raison d'être, qui sont proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et 2 ans et demi, c'est pas parce qu'on n'est pas efficace chez Camif, mais c'est parce qu'on a souhaité interroger vraiment dans le processus l'ensemble des parties prenantes et on s'est nourri de toute cette matière. Ça a été extrêmement riche et on a inscrit dans nos statuts en 2017 la raison d'être avec les objectifs de mission et c'est aussi important. On en a 5
Et c'est véritablement les objectifs de mission qui ont singularisé le modèle CAMIF. Quand on dit on va informer, sensibiliser à la consommation responsable, ça nous pousse très très loin jusque en 2017, aller boycotter le Black Friday et fermer le site CAMIF pour le meilleur jour du e-commerce. Ça va loin, hein, donc c'est un renoncement qui est très fort. Bon, il n'y a aucun référentiel qui nous demandait de faire ça, mais c'est très cohérent par rapport au projet CAMIF. Quand on dit dans l'objectif de mission numéro 3, faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous oblige à revoir toute notre offre et à repenser nos produits, la façon dont ils sont fabriqués pour se mettre dans cette démarche d'éco-conception. Et ça nous fait finalement changer de métier. On est en train de passer d'un métier de distributeur qui faisait ce travail de sélection sur des produits de qualité, de durabilité, de Made in France, à un métier d'éditeur où on prend en main la conception, l'éco-conception des produits avec des designers, des experts d'économie circulaire, des fabricants français. Et ce changement de métier, on est en train de l'opérer. Là, on a plus de 50% de nos produits qui sont co-créés avec CAMIF, par CAMIF. Et ça nous protège, ça crée une triple valeur. Ça crée une valeur économique pour nous parce que ça protège nos marges dans un environnement extrêmement concurrentiel. Le e-commerce, je ne fais pas de photos, mais ça fait Amazon et tous les autres. Et puis, ça crée une valeur évidemment sociale et environnementale et ça cristallise au fond la mission au cœur du projet, au cœur du produit, au cœur de l'offre CAMIF. Donc voilà un peu les deux démarches ont été assez complémentaires et avec la loi Pacte, on a été évidemment, on a obtenu cette qualité de société à mission et on a notre premier audit de mission, notre première OTI qui va intervenir là. Donc on va faire le premier audit à blanc sur le sujet de la société à mission. Donc c'est une démarche de façon de progrès, les deux sont une démarche de progrès assez complémentaires comme on l'a vu. Merci Emery de rappeler aussi que la raison d'être, pour faire écho à notre précédent webinaire, doit aussi être une raison d'agir et notamment d'agir au cœur de l'offre et parfois aussi une raison de ne pas agir, c'est-à-dire de renoncer à certains marchés ou certaines activités ou certains choix que l'entreprise aurait peut-être fait si elle n'avait pas formulé sa raison d'être. J'aimerais je regarde le timing parce qu'on est censé laisser une petite demi-heure pour les questions qui, j'ai vu, sont nombreuses dans l'onglet questions. Faire un petit focus sur les risques juridiques parce que j'ai eu, moi, la discussion avec pas mal d'entreprises. Alors, j'avoue que c'est un peu proportionnel à la taille, c'est-à-dire plus les entreprises sont grandes et potentiellement cotées, plus elles se posent cette question de, au fond, à quoi ça va m'engager tout ça? Est-ce que ça risque? Est-ce que finalement, ça protège je disais tout à l'heure, les administrateurs, les dirigeants d'être mis en cause puisqu'ils peuvent dire, non, regardez, on prend au sérieux nos responsabilités environnementales et sociétales. La preuve, on est devenu société à mission, Bicorp, les deux, etc. Ou est-ce qu'il y a des risques, et notamment juridiques, à devenir l'un et l'autre? C'est peut-être une question pour Alissa et Emery Laurence ensuite. Ouais, et tout le monde ayant un point de vue, peut répondre, évidemment. Oui. Commencer juste pour faire un petit rappel du cadre juridique. Donc, effectivement, l'article 1833 du Code civil, depuis la loi Pacte, demande à ce que les gens prennent en considération les enjeux socio-environnementaux. Donc, effectivement, un devoir de quand même socio-environnementaux dans le cadre de la société à mission peut effectivement aider à clarifier quels sont les enjeux et quels sont les processus que nous avons mis en place avec pour montrer qu'on a effectivement on a rempli notre devoir en tant qu'administrateur. Maintenant, c'est vrai que le diable est dans les détails, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une raison d'être et des objectifs socio-environnementaux qui sont soit assez peu précises ou qui ne va pas être une obligation de résultat, donc qui ne vont pas définir des chiffres exacts, mais qui sont plutôt une démarche de volonté de l'entreprise dans les statuts. Et l'intérêt de mettre la raison d'être et les objectifs socio-environnementaux dans les statuts, c'est justement de faire en sorte que ça ne change pas trop, de ne pas changer ou modifier les statuts tous les 2 ans. Donc, on ne va pas mettre dans les statuts les objectifs très précis.
Donc, l'intérêt de ça, c'est effectivement de ne pas modifier les statuts, mais également d'éviter des risques liés à une violation des statuts par les dirigeants. Donc, on peut effectivement, si jamais on met la raison d'être ou les objectifs ou la mission dans les statuts, il y a un risque effectivement que les dirigeants peuvent être attaqués parce qu'il y a un cas de violation ou de gestion, en cas de violation des statuts, mais c'est très peu probable. D'une part parce qu'il faut trouver une faute, il faut définir le préjudice, c'est une cause et un lien de causalité. Donc, il ne faut pas trop avoir peur par rapport à cette démarche. Maintenant, c'est vrai que plus qu'on rapproche à des obligations de résultats ou des obligations, enfin des objectifs précis, on va avoir un peu plus de risques en la matière. Et maintenant, le deuxième partie, c'est plutôt vis-à-vis des tiers. Donc, par rapport à la publicité mensongère ou par rapport à éventuellement les responsabilités délictuelles. Donc, ce risque-là n'est pas forcément lié à la modification des statuts parce que c'est lié à justement la publicité ou la communication, que ça soit société à mission, Bicorp ou autre. Oui, mais ce que tu dis, c'est que ça existe déjà en fait. On a vu notamment Que Choisir et d'autres ONG attaquer Samsung pour publicité mensongère sur les aspects de responsabilité sociale notamment. Et donc finalement, de ce point de vue-là, la société à mission et Bicorp agissent plutôt comme des cadres de protection puisqu'ils engagent l'entreprise quand même à prendre en considération ces sujets-là. Après, pour compléter les propos d'Alissa, je ne pense pas qu'on puisse analyser le risque uniquement sur le plan juridique, même s'il y a une opposabilité, hein, et que finalement le risque pour une société à mission, c'est de perdre sa qualité de société à mission. Mais là, ce serait plus un risque d'image presque, parce que quand on est sorti du bois et qu'on est Bicorp ou qu'on est société à mission et qu'on communique sur le fait qu'on est société à mission, bien que le jour où on perd cette qualité, il y a un risque. Et il y a probablement un risque aussi assez majeur, mais pour l'instant on le voit pas trop poindre, c'est ce risque d'insincérité dans la formulation de la raison d'être ou dans les travaux ou dans les objectifs de mission. Ce risque-là, il est assez vite perçu par les collaborateurs eux-mêmes qui sont en première ligne et qui vont tout de suite voir s'il y a un très grand écart entre la raison d'être sur papier glacé et les pratiques de l'entreprise. Donc, il y a un vrai besoin d'alignement et il y a un exercice qui n'est pas si facile que ça malgré tout sur l'exercice de la mission et de la raison d'être, c'est une forme de ligne de crête. Hein, si on est trop déconnecté, alors il y a un risque d'insincérité. Inversement, si on ne crée pas une tension créative, on ne va pas engager une transformation en profondeur de l'entreprise, de ses pratiques. On ne va pas engager les collaborateurs. Donc, il faut trouver ce juste équilibre qui va mettre en tension l'entreprise. Il faut prendre parfois le risque de la radicalité. Je pense qu'il y a un autre point, on l'a évoqué déjà sur les renoncements. Une démarche de société à mission, ça démarre souvent par à quoi je vais être amené à renoncer. Et ça, donc, il y a un risque business. Si on regarde uniquement avec les lunettes du court terme et de l'EBITDA à très court terme, il y a un risque business, il faut le dire. Mais par contre, il y a la récompense du long terme. Je reprends toujours l'exemple de Camille qui, avec son Black Friday, perdu le meilleur jour du e-commerce en 2017. Notre fierté, c'est que l'année dernière, il y a eu 1000 sites e-commerce qui ont boycotté Black Friday. Donc, on a vraiment engagé un dialogue sur la consommation responsable versus la surconsommation. Et l'année dernière, ça ne nous a pas empêché de faire 44% de croissance. Donc, maintenant, la croissance, elle est venue l'année dernière parce que le marché s'ouvre et que Camif est vraiment reconnu comme la marque la plus engagée sur l'équipement de la maison. Voilà. Donc, le risque, ça serait de ne pas finalement persévérer et d'avoir un dirigeant qui manque de courage pour aller au bout de la démarche, parce qu'il faut aller au bout de la démarche. Si je peux ajouter par rapport à ça, cette notion de risque, bon, moi je suis dans une industrie qui traditionnellement n'a pas une bonne réputation, même si avec la Covid ça bouge un peu au niveau de l'industrie pharmaceutique. Je crois que le risque que nous on prend et qui devient vite une opportunité, c'est de se confronter aussi aux parties prenantes et donc d'être challengé assez profondément sur ce que nous faisons, sur ce que nous apportons, sur le type de solutions de santé qu'on peut apporter. Bon, le risque de l'opposabilité, de la caractéristique de société à mission, bon, je pense qu'évidemment, heureusement, dans la loi, il y a quand même un risque, sinon ça serait un peu trop facile. Mais pour moi, un des avantages aussi, c'est la pérennité. C'est-à-dire qu'en inscrivant dans nos statuts la société à mission,
Moi, je suis dirigeant de filiale, ça peut bouger, évidemment. L'idée, c'est qu'on ait pu inscrire dans le temps cette démarche-là, quel que soit le dirigeant, le comité de direction, qu'il y ait une vraie pérennité de cet engagement, encore plus quand on est, on va dire, salarié, dirigeant de filiale. Ça me semble assez important de pouvoir travailler pour une durée longue. Philippe, peut-être dans les discussions notamment que tu as eues avec tes actionnaires, que tu évoquais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des risques qui ont été mentionnés et comment vous les avez assumés ou levés? D'abord, je partage effectivement ce qui vient d'être dit sur la pérennité, y compris pour nous en tant que dirigeants à l'intérieur d'une structure qui est actionnaire de notre filiale. Et dans des groupes, on le sait bien, qui bougent, hein, où il y a quelquefois du mécano, où on peut faire rapprocher les filiales les unes avec les autres, les modifier, etc. Et donc, ça, pour nous, dirigeants qui portons cet engagement, c'est extrêmement important vis-à-vis de notre actionnaire, pour le coup, de pérenniser cette vision-là. Donc voilà, honnêtement, les risques qui ont été vus, très franchement, le point qui nous est le plus remonté, c'est la participation des salariés au comité de mission. C'est l'angoisse des groupes cotés comme ça, enfin des grands groupes, c'est la relation avec les salariés. C'est assez marrant, mais c'est même un peu terrible, hein, mais c'est comme ça. Finalement, est-ce que le fait qu'il y ait, alors en l'occurrence, nous, il y a deux salariés qui sont membres de notre comité de mission. Est-ce que ces salariés sont des représentants des salariés? Est-ce qu'ils vont avoir du coup des informations confidentielles qu'ils n'auraient pas eues dans d'autres cas? Enfin voilà. Et alors, ce qui est assez amusant, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, sur ce point-là, il y a convergence entre la réaction de notre actionnaire et la réaction des syndicats. C'est-à-dire que finalement, ils ont l'habitude de se voir à l'intérieur d'un cadre extrêmement bien régi, bien cadré par la loi qui est le CSE. Et là, ils voient arriver un élément nouveau, une espèce d'autre animal, et ils se demandent finalement, est-ce que ça ne va pas diminuer le pouvoir de l'un et de l'autre, en quelque sorte, dans ces avec la partie prenante collaborateur. Je trouve que c'est assez intéressant, ça. Ouais, alors il y avait une question là-dessus dans les questions. On va passer aux questions parce que j'en ai beaucoup. Je pense que je sais que Sixtine a répondu à certaines en direct. On ne pourra pas répondre à tout, mais je vais déjà poser une question peut-être à Augustin parce que je crois que tu dois partir à 10h. Augustin, en fait, je vais même t'en poser deux. Il y a une question mais avec des réponses brèves, de grâce. Si tu veux respecter ton délai. Première question sur l'aspect risque. Est-ce qu'il y a des cas, je me souviens notamment de Etsy, qui était certifié B Corp et à qui ses actionnaires avaient demandé aux nouveaux dirigeants d'arrêter de ces bêtises pour se recentrer sur la création de valeur pour l'actionnaire. Est-ce qu'il y a des cas de risque juridique ou de cas où la certification B Corp est évoquée par les actionnaires ou d'autres parties prenantes pour interpeller les dirigeants? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième qui est posée par les participants, les auditeurs, là, c'est quel est le lien entre B Corp, B Lab et d'une part, les débats sur la réglementation européenne sur le reporting et la GRI, le TCFD, etc. Donc, voilà. Merci pour les questions. Alors en termes de risque, très aligné avec tout ce qui a été dit, je pense qu'il y a forcément quelque part des petits risques juridiques, sinon on ne le mettrait pas dans la loi, dans les statuts. Mais je pense que le vrai risque, vous l'avez tous souligné, il est sur l'image, il est sur les engagements qu'on prend et de la conscience de plus en plus accrue à la fois des actionnaires, des consommateurs, des clients, de nos salariés sur d'éventuels manquements à nos engagements. Et ce qu'il faut savoir aussi avec B Corp, c'est que toute saisie en fait, alors juridique, est publiée. Et donc on le sait sur le site B Corp. Et surtout, toute entreprise qui est considérée comme évoluant au sein d'une industrie
dite sensible, doit répondre à des critères d'exigence supplémentaires, et ces critères d'exigence supplémentaires sont évidemment publiés dans un rapport sur leur profil public. Et donc ça, il y a une énorme notion de transparence sur Bicorp qui fait que quelque part, oui, il y a un risque, mais en même temps, quand on se lance dans ce type d'engagement, on est conscient de ces risques. Je crois que Emery l'a très bien dit, il y a une récompense en quelque sorte à la fin. Et donc c'est ça qui est intéressant. Sur la deuxième question, et ça rejoint un tout petit peu ce qu'a dit Philippe, il a tout à fait raison sur le fait de créer un maximum de ponts et d'harmoniser en quelque sorte des normes. On participe aux discussions menées au niveau de l'Union européenne sur le reporting extra-financier. On parle souvent au cabinet d'Olivier Grégoire sur ces questions-là. Donc oui, on contribue à ce débat-là, et il est important. Et oui, Bicorp en fait est une sorte de consolidation en fait de normes et de référentiels existants, puisque il y a des travaux de matching, si je puis dire, avec le GRI. On a vu l'année dernière avec la sortie d'un nouvel outil sur les objectifs de développement durable. C'est aussi un point de connexion qui est hyper important. Les objectifs de développement durable qui deviennent de plus en plus une grille de lecture, notamment au niveau des pays. Donc c'est très important pour des entreprises qui vont jusqu'à Bicorp, mais pour l'ONG Bilab, de toujours être en discussion et en créant un maximum de ponts avec ces référentiels existants. Merci Augustin. Si tu dois nous quitter en douce, je te dis au revoir et à bientôt, et merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Emery, j'aimerais revenir, enfin Emery d'ailleurs et tous, j'aimerais revenir sur la question des renoncements qui figure aussi dans les questions. Emery, tu as mentionné que des entreprises cédaient des activités pour s'aligner avec leur mission à venir. Est-ce que c'est un phénomène qui est important selon toi? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que, c'est la question qui nous est posée de mémoire par Patricia, un risque à ce que ces questions ne soient pas menées de manière responsable et du coup viennent torpiller la mission par ailleurs? Je me souviens avoir lu notamment que le nouveau PDG d'Unilever disait qu'à terme, Unilever vendrait les marques, se séparerait en tout cas des marques qui n'auraient pas fait ce travail sur la raison d'être. Et j'aimerais avoir aussi le retour de Philippe, de Patrice, etc., et de Laurence, peut-être, sur les renoncements auxquels l'une ou l'autre démarche, ou les deux, vous ont poussé. Emery, peut-être ouais. Moi, je pense que les renoncements, toute entreprise qui définit une raison d'être et des objectifs de mission va être amenée, et c'est un des bénéfices d'ailleurs de la démarche, à être extrêmement transparente. Et donc cette transparence, elle va nous obliger. Et donc oui, l'alignement, il va se faire par un certain nombre de renoncements. Ça peut être des renoncements importants. On peut se séparer d'activités, de filiales, mais ça peut être aussi des petits renoncements. Pour Camif, par exemple, à fin juin, on va renoncer à 5% de notre chiffre d'affaires. C'est tous les produits qui sont fabriqués en dehors d'Europe. Voilà. On est engagé sur Made in France depuis longtemps, mais là, on va vraiment au bout de la démarche. On aura 100% de produits fabriqués en Europe, dont 78% fabriqués en France. C'est un renoncement qui est fort, mais ça oblige les équipes à aller chercher des alternatives, et on va renoncer à un certain nombre de produits qu'on vend aujourd'hui, qu'on ne vendra plus demain. On n'a plus de micro-ondes qui est fabriqué en Europe. Bon, c'est pas très grave, on ne trouvera plus de micro-ondes sur camif.fr. Voilà, donc, et je crois que le gros bénéfice de ça, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas parfait, la transparence. Quand on fait ces démarches-là, on brûle ses vaisseaux au fond, on ne va pas revenir en arrière. Donc, on va en permanence progresser, s'aligner davantage, et l'alignement, c'est une énorme force, parce qu'une fois qu'on est vraiment aligné, ça donne une telle cohérence au projet de l'entreprise, ça rend beaucoup plus clair l'offre auprès de consommateurs, de citoyens, mais également pour attirer des talents. Voilà, vous faites que du Made in France, vous faites que du Made in Europe, c'est beaucoup plus clair que si vous faites si vous avez un engagement fort vis-à-vis du Made in France ou du Made in Europe. Voilà. Donc je crois que c'est un, et il faut se dire, les renoncements d'aujourd'hui, c'est les profits de demain, parce que voilà, le renoncement aujourd'hui va à très court terme
impacter plutôt négativement la croissance ou les EBITDA, mais sur le moyen long terme, il va rendre le projet tellement plus clair, tellement plus lisible que là, on va avoir un bénéfice très fort. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est aussi quelque chose qui différencie, la marque, hein. Tu le disais tout à l'heure pour le Black Friday. Enfin, faut pas renoncer en douce, du coup, il vaut mieux renoncer haut et fort. Patrice, renoncer et communiquer sur ces renoncements, bien sûr. Ouais. Alors, un exemple de renoncement très concret pour nous. Hein. Alors, nous, ce que nous fabriquons, c'est des sprays, hein, les sprays qui sont bien connus pour l'asthme et la BPCO. Il y a un gaz propulseur. Alors, l'équivalent de deux bouffées, c'est un hamburger, donc c'est très léger. Mais on va renoncer à ce gaz-là et on espère être les premiers et surtout être suivis pour avoir un gaz qui va avoir 90% de moins de gaz propulseur à effet carbone. Et donc, on va réussir à pouvoir proposer aux patients d'avoir, je dirais, de pouvoir proposer le spray, de continuer à proposer le spray en garantissant un impact carbone quasi nul. Donc ça, c'est aussi un renoncement, mais pour dire les choses clairement, c'est un investissement fort et c'est aussi pas avant 2030. Donc c'est aussi, je trouve, c'est important de dire que c'est des chemins sur lesquels on s'engage et c'est pas parce qu'on est devenu société à mission que tout d'un coup on fait tout bien. Par contre, on prend l'engagement de réaliser ça dans un timing que nous communiquons. Voilà un exemple de renoncement. Philippe, Laurence, peut-être des éléments là-dessus? Oui, peut-être un point sur les renonces. Bon, j'aime pas trop le terme renoncement, enfin, j'aime bien la façon dont Emery le présente, mais je pense qu'il faut faire attention. Enfin, un élément là-dessus, c'est faire attention que les choses ne deviennent pas impossibles à faire. C'est-à-dire qu'il y a des renoncements faciles quelquefois au début, à des tout débuts de business. Et puis à un moment donné, si ça marche trop bien et que ça représente une part trop importante du résultat, ça devient quasiment impossible à faire. C'est ça, on se retrouve dans une situation où on est coincé. Aujourd'hui, tu renonces à 5%, si ce n'était pas 5%, mais 30% qui étaient fabriqués à l'étranger, je crois que tu n'arriverais pas à le faire. Ce serait très, très compliqué. Je prends un exemple. Ça prendrait plus de temps, mais enfin, c'est difficile. Hein. Donc, voilà, donc j'ai tendance à dire, quand il y a des choix à faire, il faut les faire très vite. Il y a un moment où, au démarrage, quand c'est plus facile à faire, quand c'est fait. Je vous donne un exemple concernant Mirova. Quand on a créé Mirova, au moment de la création, j'ai pris la décision de ne pas faire de prêt-emprunt de titre dans les portefeuilles de Mirova. C'était une décision à l'époque qui avait un impact sur nos résultats qui étaient de l'ordre de, je sais pas, 500 000 €, quelque chose comme ça au démarrage. Vous voyez. Et donc j'ai dit voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est bien parce que en tant que positionnement vis-à-vis du monde de l'investissement responsable, c'est essentiel. Ça nous aidera à commercialiser nos fonds plus facilement. Et donc c'est une décision que j'ai réussi à faire passer à mon actionnaire assez facilement. Si j'avais omis de faire ça, enfin, en me disant bon, finalement c'est pas grave, on le fera plus tard, on va y réfléchir, on le fera plus tard, je pense qu'aujourd'hui ça représenterait plusieurs millions d'euros de résultats. Et je crois que j'aurais énormément de mal à faire passer cette décision auprès de mon actionnaire. Et aujourd'hui, en revanche, il me paraît évident qu'on ne me fera pas revenir en arrière, on ne pourra pas nous faire revenir en arrière parce que ça aurait des impacts d'image qui seraient trop forts. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que cette question de timing dans le renoncement est quelque chose d'extrêmement important. Laurence, tu voulais compléter là-dessus? Oui, moi je peux peut-être amener un troisième regard, c'est drôle parce que Camif, quand on investit chez Camif, Camif avait toute une histoire et quand la thèse d'investissement qu'on avait dans Camif était liée au fait qu'il y avait, enfin dans le secteur d'équipement de la maison, il y avait tout à faire et Emery avait une vision extrêmement claire de ce qu'il voulait transformer dans ce secteur. Mais en fait, quand on regarde nous, ce qu'on fait, la plupart des sujets auxquels on fait face, c'est plutôt des entreprises qui sont ce qu'on appellerait mission native et qui sont pas mal, assez souvent des startups qui sont nées avec une mission et donc n'ont pas un passif énorme. Donc le sujet n'est pas tant de renoncer que de se poser la question est-ce qu'elles vont être capables d'être aussi ambitieuses dans un contexte de croissance fort. Quand on a investi dans Open Classroom, par exemple,
notre thèse d'investissement était vraiment sur le fait qu'ils étaient capables de former des gens. Ils ont une pédagogie qui est capable de former des gens qui ont vraiment aucun prérequis d'éducation. Et il y avait 40% des gens formés qui n'avaient pas le bac. Et nous, on se disait, si une société comme ça est capable de grandir en continuant à former des gens qui en ont plus besoin, et les remettre sur le marché du travail, c'est formidable. Mais par exemple, si ces 40% deviennent en grandissant plus que 5 ou 10%, est-ce qu'on est toujours dans notre thèse d'impact? Donc, c'est aussi comment on peut préserver une ambition forte dans un cadre de croissance. Ok, merci. Il y a toute une série de questions sur le pont avec les parties prenantes internes et externes, on en a parlé, le comité de mission, je ne sais pas où vous en êtes les uns et les autres de votre comité de mission, comment on choisit les parties prenantes pour le comité de mission, comment on s'assure en amont d'impliquer les parties prenantes légitimes, dit la question, pour intervenir dans la définition de la raison d'être. Il y a une question aussi sur le pont avec le droit du travail et notamment l'implication des instances représentatives du personnel, des syndicats dans ces démarches. Moi, je me souviens avoir discuté avec l'antenne CFDT qui est présente dans un très grand groupe que je ne citerai pas, qui a fait beaucoup de travail autour de sa raison d'être, et il disait, mais nous, on n'a pas du tout été impliqués, on a même été court-circuités et dans la définition et dans le suivi qui est fait aujourd'hui, et finalement, eux se disaient, nous, on a pour rôle d'interpeller aussi la direction sur est-ce que ce sujet va être... comment il est suivi maintenant qu'on a publié la raison d'être, comment c'est traduit dans les activités. Et en gros, à chaque fois qu'ils en parlaient au PDG, on leur disait non, mais ça, c'est pas dans vos prérogatives en fait. Quel est votre point de vue là-dessus sur l'implication des parties, la juste implication des parties prenantes légitimes en amont et en aval, en amont dans la définition, en aval dans le suivi? Quelle est votre expérience aussi? Je pense que de manière globale, on peut dire que toutes les sociétés à mission ont à un moment donné impliqué leurs parties prenantes dans à la fois la définition et dans leur comité de mission. Je n'ai pas vu, moi, une société à mission qui n'avait pas fait cette démarche assez collaborative. Alors, après, c'est plus ou moins important en termes de démarche. La plus grosse, c'est un grand groupe qui est sur le chemin de la société à mission. Je ne peux pas vous donner son nom, mais c'est un très grand groupe. Ils ont eu 340 000 contributions à la raison d'être et aux objectifs de mission en interne. C'est énorme. Donc, on voit que c'est une opportunité incroyable pour remobiliser l'ensemble des parties prenantes autour du projet de l'entreprise, notre raison d'être ensemble. Et comment on peut changer le monde, à quoi on peut contribuer de mieux dans le monde. Voilà, et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça réengage, ça redonne du sens. C'est vraiment un levier d'engagement qui est très puissant en fait. Et au-delà du levier d'engagement, c'est également un outil stratégique pour le dirigeant pour transformer son business. C'est ça qui fait que la démarche est vraiment très riche. Donc, dans les comités de mission, nous, dans l'expérience qu'on a pu faire très en amont de la loi Pacte, c'était en 2013-2014, dans le petit groupe de sociétés qui avait un peu expérimenté le modèle de la société à objet social étendu, il y avait également Nutri7. Alors, Nutri7, ils avaient fait le choix dans leur comité de mission de n'avoir aucune partie prenante, c'est-à-dire aucune personne engagée dans une relation avec l'entreprise, mais que des gens externes, indépendants, pour avoir un regard le plus objectif possible. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était plus intéressant d'avoir des parties prenantes. Donc, on a aujourd'hui Cathy Dufour, qui est la secrétaire générale de l'ameublement français, qui représente tous les fabricants français, qui est dans notre comité de mission. On a également Joël Tranchon, directeur développement durable du groupe SEB, qui est un fournisseur, qui est dans notre comité de mission. Voilà, et on a des collaborateurs, des actionnaires. Laurence est dans notre comité de mission. Voilà, et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le comité de mission, il faut qu'il y ait un pont avec le conseil d'administration. Donc, il faut qu'il y ait des membres du conseil d'administration qui soient dans le comité de mission pour qu'il y ait un dialogue et pour qu'il y ait quelque part quelque chose qui marche ensemble, parce que le comité de mission, il doit avoir à la fois un dialogue avec le conseil d'administration, mais aussi avec le comité de direction, le COMEX de la boîte, pour qu'il y ait un vrai impact, pour que ces recommandations elles soient prises en compte. Et voilà, donc il y a un rapport, un excellent rapport de la communauté des entreprises à mission, parce qu'on fait des groupes de travail autour de sujets thématiques qui tournent autour de la société à mission. Je vous ai mis dans le chat, je ne sais pas si Sixtine, tu pourras le passer, le groupe de travail sur le comité de mission, qui est vraiment une nouvelle gouvernance pour stimuler l'innovation à l'intérieur des sociétés de mission
et qui est très intéressant. Il apparaît effectivement dans le chat tout le monde. Patrice. Je fais partie de ce comité. Je fais juste très rapidement, je fais partie de ce comité de travail, de groupe de travail. C'est vrai que c'est passionnant parce qu'en fait, on est en train de faire, on apprend en faisant. Certains ont choisi d'avoir un membre de l'entreprise qui préside ce comité de mission. D'autres ont choisi, au contraire, d'avoir quelqu'un d'extérieur pour. Mais je pense que le pont doit se faire, donc il faut quand même qu'il y ait un dirigeant, un représentant du comité de direction ou du CA qui soit dans ce comité de mission. Dans notre cas, en tant que filiale, là je parle pour ceux qui sont patrons ou qui travaillent dans des filiales, c'est vrai que nous, on a choisi que ce soit un salarié quand même de KESI qui préside le comité de mission, je dirais, pour avoir l'articulation avec la maison mère. On serait entreprise française, ça serait peut-être différent. Voilà par exemple le choix que nous avons fait. Sur l'implication du CSE, des IRP, etc., je ne sais pas si quelqu'un, Philippe, peut-être, tu veux témoigner de la façon dont ça s'est passé, des salariés en général d'ailleurs. Hein. Bon, d'abord, on démarre. Hein, on a eu une réunion de comité de mission, donc j'ai du mal à en tirer pour l'instant des enseignements très profonds. On a mis 2 salariés, nous, comme membres du comité de mission, parce qu'on voulait avoir de la diversité. Alors, évidemment, un homme et une femme de soi, mais aussi, on voulait avoir un représentant basé en France et un basé à l'étranger. Donc, on a une personne qui est à Boston, et puis une représentante des fonctions front et une représentante des fonctions support. Donc, voilà, on a réussi à mixer avec les 2 personnes ces différentes missions pour avoir une bonne représentation. Donc voilà, je sais pas. Pour l'instant, on est là sur notre comité de mission. On a choisi effectivement d'avoir des parties prenantes, mais quand même la question quand même des problématiques des conflits d'intérêts qui se posent, hein, et notamment quand on est une société de gestion. C'était compliqué pour nous d'avoir finalement, on a 2 parties prenantes très importantes qui sont les entreprises dans lesquelles on investit et nos investisseurs. Et à la fois pour l'un et pour l'autre, c'était compliqué d'avoir un investisseur ou une entreprise dans notre comité de mission parce que ça crée des conflits d'intérêts et que les entreprises dans lesquelles on a investi, on peut décider d'arrêter d'investir, et inversement, les investisseurs peuvent décider d'arrêter de nous confier des fonds. Donc on voulait pas les mettre dans ces situations-là, et donc on a choisi sur ces 2 parties prenantes-là d'avoir des représentants qui sont des associations, en fait, des représentants plus globaux qui viennent représenter la partie prenante en tant que catégorie, mais pas forcément quelqu'un qui est en relation directe avec l'entreprise Mirova. Voilà les quelques questions qu'on s'est posées. Et puis on a choisi effectivement d'avoir un président externe et un membre de notre conseil d'administration qui est aussi membre du comité de mission, qui fait le lien entre les deux. Je pense que c'est important, comme l'a dit Hervé tout à l'heure. Ok, Laurence, tu voulais compléter peut-être sur ce point, toi, de ton expérience, à la fois la tienne en tant que Citizen Capital et peut-être celle de tes participations autres que Camille. Je pense que une chose importante de dire, c'est qu'on pensait avoir une mission initiale assez forte. On pensait mettre 3 mois à faire ce parcours de discussion et d'itération avec nos parties prenantes, en particulier l'équipe de Citizen Capital et une douzaine de personnes externes qui peuvent être investisseurs, entrepreneurs, etc., dont Henri faisait partie. Et en fait, ça nous a pris 1 an. On a vraiment re-questionné le sens de ce pourquoi on s'est créé il y a 10-12 ans, dans un contexte évidemment assez différent, parce que l'impact n'a pas tout à fait la même place qu'il y a 10 ans. Et donc, on a vraiment été challengé par l'équipe, en fait. Il y a même des sujets générationnels. Enfin, j'ai trouvé extrêmement riche le challenge collectif qu'on s'est créé. Et donc, je pense qu'on se dit ça tous les jours au sein de la communauté, c'est de prendre le temps. Ça vaut vraiment le coup de prendre du temps. Ensuite, sur le comité de mission, on est vraiment au début, donc ce qu'on n'a pas encore mis. Ce que je peux juste dire, c'est qu'on a une gouvernance qui est très légère en fait au niveau de la société. Hein, je ne parle pas des fonds. Et on était justement assez peu challengés sur toute la partie supervision de la stratégie. Donc nous, on associe beaucoup la question de la mission avec la stratégie de Citizen Capital.
qui pour nous découle de notre mission. Et donc, on a du mal à distinguer complètement le rôle d'un comité de mission du rôle d'un comité stratégique externe qui resterait consultatif, bien sûr, mais qui peut aussi faire des recommandations sur les orientations stratégiques de la société. Donc ça, c'est la direction qu'on est en train de prendre. Ok, super. Je regarde le timing, il va falloir qu'on conclue. Je vais vous proposer une dernière question et je vous demanderai peut-être chacun une réponse, évidemment, aussi longue que nécessaire et aussi brève que possible. La question porte sur l'avenir de ces démarches. Et il y a une question en fait sur est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode autour de ces labels et qu'est-ce qui va se passer dans le temps? Est-ce qu'on pense que ça va durer? Alors je me doute un peu des réponses de certains, mais quand même, étonnez-moi. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je pense que la période que nous vivons, hein, qui j'espère est en train de se terminer, ne fait que renforcer l'importance de ce sujet-là et du temps long, et de la capacité des résiliences des entreprises. Et un des moyens, c'est aussi de travailler vraiment sur la valeur partagée entre les impératifs économiques et puis les impératifs sociétaux et environnementaux. Et quand je vois, par exemple, des plans comme qui peut être par la communauté européenne, avec tout le Green Deal, on s'aperçoit qu'il y a un temps long qui est en train d'être pris en compte de plus en plus. Et donc, évidemment, nous, à notre échelle, hein, je pense qu'en étant dans ce mouvement, on participe à cela. Donc, la réponse est clairement oui. Quelqu'un d'autre? Oui, il y a eu un gros effet de mode là, sur la vision actionnariale de l'entreprise depuis les années 70. Je crois que cet effet de mode est en train de se terminer là. On répond à l'envers. En fait, l'effet de mode était ailleurs. Non, je plaisantais. Ouais. Oui, non, moi je crois. Enfin, cette question de l'effet de mode, ça fait 10 ans qu'on me la pose sur l'investissement responsable. Hein. Est-ce qu'on n'est pas dans un effet de mode? Je crois que progressivement, on arrive à démontrer que c'est l'inverse qui se passe, et je crois que ça sera la même chose pour la vision de l'entreprise. C'est indispensable. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, en tout cas. Bien sûr. Ok, Laurence. J'ai pas réfléchi à mon propos de la fin. Bon, alors Emery. Moi, je pense qu'on est en train d'assister quand même à quelque chose qui, moi, me rend très optimiste. Qu'il y a une réconciliation entre l'engagement des entreprises et leur performance économique. Il y a une réconciliation entre l'impact social et environnemental des entreprises et leur performance économique. Il y a une étude de Bank of America Merrill Lynch qui montre que les entreprises les plus engagées ont surperformé de 5 à 10 points en bourse les autres. Donc, c'est déjà là aujourd'hui, mais ça va être encore plus vrai parce que l'exigence croissante des citoyens, des consommateurs, des collaborateurs n'a jamais été aussi importante sur l'engagement de l'entreprise, sur le nécessaire engagement de l'entreprise, parce que, et moi, ça sera mon mot de la fin, pour moi, la société à mission, l'entreprise à mission, c'est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition pour adresser les défis qu'on a devant nous, qui sont des défis majeurs de l'humanité. Donc, on a besoin de mobiliser toutes les forces nécessaires et l'entreprise est la plus puissante pour adresser ces enjeux-là. Donc, je ne crois pas du tout que ça va s'arrêter. Je crois que ça va, au contraire, s'amplifier et que les entreprises qui ne prendraient pas ce chemin font courir un risque, ou les dirigeants qui ne prendraient pas ce chemin dès aujourd'hui font courir un risque à leur entreprise, c'est d'être plus dans le marché dans 10 ans. Ça, c'est sûr. Donc, l'entreprise du 21e siècle, c'est clairement la société à mission. Et je dirais aussi qu'en France, on a particulièrement la chance d'avoir ce cadre avec la société à mission, parce qu'il est assez complet, il est quand même assez structurant, il touche à la raison d'être, aux objectifs singuliers de l'entreprise, à la gouvernance avec le comité de mission, et il peut, pour moi, devenir le cadre d'un modèle européen d'un capitalisme responsable engagé en Europe. Et pour moi, je vois aujourd'hui beaucoup de débats sur la performance extra-financière, la DPEF, etc., des enjeux un peu RSE, on va dire, qui agitent un peu l'Europe en ce moment. Et je trouve qu'on devrait porter davantage cette nouvelle forme, cette innovation juridique de la société à mission au niveau européen. En tout cas,
c'est ce que la communauté des entreprises à mission va faire, puisqu'on organise, c'est un scoop, en novembre, le premier congrès européen des sociétés à mission. Voilà. La classe. Alissa, Laurence, rapidement, le mot de la fin. Peut-être, moi je suis tout à fait en ligne avec tout ce que je viens d'entendre. Peut-être sur la question des actionnaires et du rôle des investisseurs et de la finance, je continue quand même d'entendre une petite musique hein, qui est de dire que l'entreprise, son rôle est quand même de faire du profit et quand même de quelque chose d'un peu comme une résistance quand même que je sens pouvoir poindre à nouveau. Donc je pense que le combat, enfin, je pense qu'il faut continuer à montrer qu'en fait une entreprise qui n'affirme pas clairement sa contribution au monde, ce qu'elle entend apporter à l'amélioration de la société, n'est pas pérenne. C'est-à-dire que elle aura pas la confiance de ses partis et elle est mortelle. Enfin, et je pense que ce combat-là, il est quand même, il y a encore quelques années Pas encore complètement gagné. de preuves à faire auprès notamment des investisseurs pour élargir la notion de ce qu'on appelle l'obligation fiduciaire, qui est quand même largement encore guidée par un objectif financier, ce qui est très bien, il faut absolument avoir des objectifs financiers, mais qui est encore dans une vision étroite. Alors pour moi, l'obligation fiduciaire devrait être ouverte à au moins un double objectif, en tout cas une pluralité de buts. Et c'est cette notion de pluralité de buts qui me semble encore à consolider. Super, merci. Alissa? Oui, je suis complètement alignée à tout ce que vous avez dit. J'ajouterais peut-être juste par rapport à l'effet de mode, le juridique et le cadre juridique, c'est qu'un moyen, c'est pas un fin en soi. C'est un moyen de changer, en fait. Est-ce qu'on va utiliser cet outil pour changer vraiment le comportement de l'entreprise, même B Corp ou autres labels et sociétés mission? Est-ce qu'on va décider de se comporter autrement? Et j'étais assez frappée, juste pour la petite anecdote, mais j'ai vu un marché pour le loi climat où surtout des jeunes n'étaient pas du tout contents de la loi climat. Ils protestent, enfin, ils font des manifestations. Et je voyais qu'ils jetaient par terre les bouteilles de plastique, ils mettaient les pancartes en carton partout. Donc, en fait, il y avait une trace des déchets. Et donc, en fait, c'est là où on trouve qu'il y a, pour moi, un décalage entre l'objectif ou la raison d'être ou l'exigence que les jeunes talents vont proposer, vont exiger à des entreprises et leur comportement eux-mêmes. Donc, je pense que déjà, pour pouvoir dépasser ces effets de mode, il faut se poser la question, quelle est ma raison d'être? Il faut avoir des personnes à mission, d'avoir des personnes qui sont prêtes à changer leur comportement. C'est pas juste une question de définir la raison d'être ou les objectifs, mais c'est aussi de vraiment changer notre façon de faire, notre regard sur la société et notre comportement. Donc, j'espère vraiment que cette loi et que les autres lois qui vont venir en Europe et dans le monde entier vont vraiment montrer la lumière à le décalage entre vraiment cet objectif de la raison d'avoir un vrai impact positif et notre comportement. Et je suis convaincue que c'est que le début et ça va être vraiment le début de la transition de l'économie vers une économie plus responsable et régénérative. Merci Alissa, ça sera le mot de la fin. Il faut des personnes à mission pour faire des entreprises à mission et peut-être inversement. Je le conclus en disant juste que vous aurez le replay de cette session sera disponible. Merci mille fois à tous nos intervenants. Merci aussi à l'équipe d'Utopie, Sixtine, Anthony, Marie, Cécile, Inès, qui ont préparé ce webinaire. Et dernier point, vous pouvez retrouver sur notre site assez facilement dans la rubrique publication Think Tank la précédente note de position sur laquelle on avait organisé un webinaire. D'ailleurs, le replay est aussi disponible de la raison d'être à la raison d'agir, qui était focalisée sur la société à mission et la loi Pacte. Et cette semaine, vous verrez aussi la dernière version mise à jour d'une autre note qui s'appelle de l'entreprise à mission au purpose de la marque, comment faire du sens un levier de croissance. Voilà, merci beaucoup à tous et j'espère que pour
tous ceux qui ont participé, ça aura éclairé la façon dont vous pouvez combiner les deux démarches pour optimiser votre approche de l'impact positif. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci.